Percer les secrets de la pyramide de Khéops. Ça vous tente ? Que Pharaon, le Dieu vivant de l'Égypte, parle maintenant. Tout comme nous, vous avez dû vous poser des questions sur la grande pyramide d'Égypte. Et comme nous, à l'évocation de ce sujet, on a dû commencer à vous regarder bizarrement. Si vous nous suivez depuis le début de cette aventure, vous connaissez notre profond intérêt pour l'Égypte et ses mystères. Malheureusement pour cette émission, nous ne serons pas en Égypte et croyez-moi, ce n'est pas l'envie qui manque. Philippe aurait été ravi d'utiliser sa frontale ou un autre objet diabolique pour percer tous les secrets du plateau de Gizeh. Ça nous aurait fait gagner du temps et éviter d'entendre encore des théories tordues. Elles ont 12 000 ans. C'est soit les extraterrestres, soit les Atlantes. Ou mieux, les francs-maçons. Les francs-maçons? Ouais, les francs-maçons. Si vous aussi les affirmations de ce style vous rendent fou et que vous avez peur de mettre une grosse claque à tonton Michel lors du prochain repas de famille, ne faites pas comme ces deux cuistots sans cervelle sortis tout droit d'un nanar digne de la folle histoire de l'espace. Et venez avec nous aider à passer le désert au peigne fin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que tous les éléments que nous avons utilisés pour cette émission sont sourcés dans le descriptif de celle-ci. N'étant pas des professionnels, nous n'avons absolument pas la prétention de détenir la vérité, mais plutôt de participer au débat de la manière la plus constructive possible sur un sujet qui nous passionne et qui se trouve être au point de départ de la création de cette chaîne. Le sujet est complexe et la bascule vers l'ésotérisme de bas étage excessivement facile. J'espère que vous avez préparé des chips et une grande bouteille d'eau, comme moi, parce que ça va être très dense. Allez, on part en Égypte pour tenter de résoudre les énigmes de la grande pyramide de Gizeh. Tout d'abord, rappelons que l'histoire égyptienne se divise en trois grandes périodes. L'Ancien Empire, qui a débuté vers 2700 avant notre ère, le Moyen Empire à partir de moins 2050 environ, et le Nouvel Empire aux alentours de moins 1550 avant notre ère. Mais concentrons-nous sur l'époque de construction de notre objet, à savoir que d'après le consensus actuel, la pyramide aurait été érigée aux alentours de 2560 avant Jésus-Christ à la demande du pharaon Khéops, et aurait été réalisée en 27-28 ans, donc au début de la période de l'Ancien Empire. Pour valider cette datation, les égyptologues se basent principalement sur 4 preuves, malgré que les références textuelles ou iconographiques soient particulièrement minces pour cette période. La première preuve est que les textes d'anciens historiens associent la Grande Pyramide à Khéops. En l'occurrence, ceux d'Hérodote, un historien grec ayant vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, que nous n'avons plus à présenter. Les textes de Manéthon, un historien égyptien du 3e siècle avant Jésus-Christ, est repris dans plusieurs textes grecs, ainsi que Diodore de Sicile, un historien grec du 1er siècle avant Jésus-Christ. Les professionnels prennent ces textes avec des pincettes, car ils comprennent de nombreuses erreurs. Par exemple, Diodore indique que les pierres utilisées pour la pyramide provenaient d'Arabie, alors que l'on sait très bien aujourd'hui qu'elles proviennent principalement d'une carrière située sur le plateau de Gizeh et en grande partie à l'emplacement même où se trouve la pyramide, car, rappelons-le, à l'origine se tenait là une colline que les Égyptiens ont complètement rasée pour obtenir une surface plane et donc pouvoir construire l'édifice. On peut d'ailleurs toujours apercevoir les restes de cette carrière encore aujourd'hui à la périphérie de la pyramide. Deuxième preuve, le nom de Khéops apparaît dans de nombreuses tombes appartenant à des dignitaires de son règne dans les nécropoles de Gizeh, donc sur le site où se trouve la pyramide. Troisième preuve, un cartouche avec le nom de Khéops se trouve à l'intérieur de la grande pyramide.
Celui-ci est présent dans la chambre de Campbell, située au dernier étage, sous les chevrons de la chambre du roi. Comme cette information est de la plus haute importance, il faut connaître les circonstances de sa découverte. En mars 1837, le colonel Richard Howard Wise découvrit plusieurs chambres de décharge au-dessus de la chambre du roi de la Grande Pyramide. La chambre de décharge la plus basse avait été découverte en 1765 par Nathaniel Davidson et fut connue sous le nom de chambre de Davidson. Mais Wise soupçonnait que plus de chambres pourraient se trouver au-dessus de celle-ci. En insérant un roseau à travers une fissure dans un joint du plafond de la chambre de Davidson, il a pu détecter un vide. Le 30 mars 1837, à l'aide de poudre à canon, Wise creuse un trou dans le plafond de la chambre de Davidson et entre dans une nouvelle chambre qui n'avait pas été visitée depuis 4500 ans. Ainsi, les opérations invasives de Wise révèlent qu'il y avait 4 autres chambres au-dessus de celles que Davidson avait découvertes plus de 70 ans auparavant. C'est dans ces chambres, celles de Lady Arbuthnot et de Campbell, que Wise trouvera ce qui est communément appelé le cartouche de Khéops, appelé aussi cartouche de Khufu. Khéops étant le nom grec du pharaon Khufu ou Khufu. Ce cartouche fut probablement dessiné par les artisans avant la mise en place des chevrons de décharge. La quatrième preuve mise en avant est que l'on retrouve encore le cartouche de Khéops ainsi que celui de son fils Djedefré dans la deuxième fosse à barque de Khéops ouverte en 2011. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais de grandes fosses rectangulaires ont été découvertes en 1954 sous les débris de l'enceinte sud de la pyramide de Khéops et ouvertes seulement il y a une dizaine d'années. De nombreux graffitis figurent sur les parois des fosses et mentionnent le nom du successeur et fils de Khéops, Djedefré. Les égyptologues considèrent que Djedefré organisa les funérailles de son père et fut responsable de l'achèvement de son complexe funéraire. Bon, vous pouvez voir que nous avons découvert quand même pas mal de choses depuis 3 siècles. Mais avant cela, qu'en était-il ? Eh bien, nous savons qu'en 832, le calife El Mamoun fit effectuer des fouilles en Égypte dans la grande pyramide de Gizeh. Et il semblerait qu'il ait pu accéder relativement aisément en plus à la chambre funéraire du pharaon et à ses trésors. Cela ne doit pas vous étonner. Les profanations de mastaba et de pyramides étaient une pratique courante à cette époque et même bien avant encore. Il est donc fort probable que la pyramide ait été déjà visitée avant même cette date. Mais le calife El Mamoun, c'est bien, mais comment les égyptologues expliquent que la pyramide a été construite 2560 ans avant notre ère, hormis évidemment par regroupement d'informations? A-t-elle été datée de manière scientifique, à l'aide de la datation carbone 14 par exemple? Et concrètement, cette technique, c'est quoi? Parce qu'on en entend souvent parler, mais comment ça marche et qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de mesurer l'activité radiologique présente dans la matière organique exclusivement que l'on cherche à dater. Les isotopes radioactifs du carbone s'accumulent dans les organismes jusqu'à leur mort. Ensuite, le carbone 14 cesse de se renouveler et se désintègre progressivement. Pour donner un ordre d'idée, la radioactivité du carbone 14 après la mort de l'organisme décroît de moitié tous les 5730 ans. C'est grâce à cette information que l'âge d'un échantillon de matière organique peut être établi. À savoir qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de technique fiable permettant de dater la pierre et les matières non organiques, la pierre gardant toujours l'âge de sa formation géologique. Pour finir sur les datations carbone 14 une bonne fois pour toutes, Mark Lehner, l'un des plus grands spécialistes de l'Ancien Empire, et plus particulièrement des pyramides, expliquait dans une interview que 2 analyses au carbone 14 avaient été réalisées respectivement en 1984 et 1995. Analyse effectuée sur la pyramide de Khéops, mais également sur les autres pyramides présentes à Gizeh, sur le Sphinx, ainsi que sur d'autres sites autour des pyramides. Concernant la Grande Pyramide, ils ont choisi des échantillons de mortier récupérés dans les espaces entre les blocs, comme ceux que l'on peut voir de l'extérieur de l'édifice.
Quand je parle d'échantillons, il faut imaginer des morceaux de mortier contenant de tout petits morceaux de charbon de bois ou de roseau coincés à l'intérieur et pas plus gros qu'un ongle. Malheureusement, les résultats de ces analyses ne sont pas des plus précises et varient sur une plage d'environ 400 ans. Là, vous allez me dire, ok, pour les 4 preuves citées précédemment, plus la datation carbone 14 qui concorde quand même avec la période de Khéops. Mais n'avons-nous rien de plus? Pas même un écrit de cette période? Eh bien, je vais vous répondre que si, car nous n'avons pas parlé de ce que les égyptologues considèrent comme la découverte la plus importante de ces dernières années, et pour cause. Il s'agit enfin d'un écrit, en l'occurrence un papyrus. Cette découverte très importante a été effectuée à Wadi El Jarf en 2013 par un archéologue français en la personne de Pierre Tallet, et qui conforte les archéologues dans l'hypothèse que la pyramide a bien été réalisée vers 2500 avant notre ère. Il s'agit d'un papyrus équivalent d'un journal de bord d'un contremaître nommé Mérer, ayant vécu à l'époque du pharaon Khéops et décrivant ses déplacements de pierres de calcaire de Toura vers le site de Gizeh. Bien que le papyrus ne précise pas pour quel usage les pierres étaient déplacées, Pierre Tallet pense qu'elles étaient très probablement destinées au revêtement extérieur de la Grande Pyramide. Le papyrus décrit que tous les 10 jours environ, 2 ou 3 allers-retours étaient effectués, expédiant peut-être 30 blocs de 2 à 3 tonnes chacun. Il précise qu'une quarantaine de personnes travaillaient sous les ordres de Mérer et que la période des allers-retours s'effectuait sur 5 mois, de juillet à novembre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette découverte, je vous invite à regarder la toute première émission que nous avons réalisée sur notre chaîne et qui traitait spécialement du papyrus de la mer Rouge. Là, on commence à avancer. Nous savons maintenant de sources sûres que des pierres étaient acheminées par le Nil vers le site de la pyramide à l'époque de Khéops. Quant à savoir à quoi elles étaient réellement destinées, nous ne le saurons peut-être jamais. Nous arrivons donc à la grande question que tout le monde se pose et qui au final est le principal mystère de la Grande Pyramide. Comment a-t-elle été construite? Car aujourd'hui, il faut dire clairement les choses, nous n'en savons rien. Il faut vraiment être transparent sur ce point qui pose problème depuis que le calife El Mamoun a pénétré dans la pyramide au 9e siècle et surtout ne pas avoir honte de le dire. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les personnes ayant parlé de la Grande Pyramide sont ou des amateurs éclairés qui élaborent des théories ou des égyptologues. Cependant, il faut savoir qu'il y a très peu d'égyptologues qui parlent de la pyramide. Peu s'intéressent à l'Ancien Empire et donc encore moins à la Grande Pyramide. Et pour cause, nous n'avons pas de texte sur celle-ci. Car finalement, un égyptologue, c'est avant tout quelqu'un qui lit les hiéroglyphes. Il y a tout de même de célèbres égyptologues qui parlent des pyramides et du plateau de Gizeh, comme Zahi Hawass ou Mark Lehner, mais malgré ces spécialistes et leurs travaux considérables, nous restons au stade de théorie. Certaines sont plus élégantes que d'autres, mais cela reste des théories plus ou moins bien argumentées. Cependant, un événement va peut-être changer un peu les choses dans un avenir proche. Depuis 2016, un projet utilisant une toute nouvelle technologie, la captation de muons, porté par un groupe de scientifiques franco-égypto-japonais appelé Scan Pyramid, a mis en évidence qu'un grand vide inconnu se trouve à l'intérieur de la Grande Pyramide, ainsi qu'une cavité ressemblant à un couloir se trouvant juste derrière les gros chevrons visibles depuis l'extérieur. La technique utilisée consiste à capter des particules créées par l'interaction entre les rayons cosmiques et la haute atmosphère terrestre. Notre planète est constamment bombardée par ces particules instables qui ont la particularité de pénétrer plus ou moins profondément dans les matières en fonction de leur densité. En analysant les muons, il est alors possible de différencier les zones solides des zones de vide et de cette façon de construire une image de la structure interne de la cible étudiée. Le 3 mars 2023 ont été divulguées les premières images de la cavité se trouvant derrière les chevrons de la face nord de la Grande Pyramide. Cette découverte annonce l'excitante exploration du Big Void dans un avenir très proche. Le grand vide en question est appelé Big Void, et il aura une taille comparable à celle de la Grande Galerie.
Aujourd'hui, nous n'avons malheureusement aucune information sur ce qu'est réellement ce vide ou sur ce qui se trouve à l'intérieur. Mais cela nous amène à réfléchir de manière nouvelle sur la construction globale de l'édifice, car oui, cela change beaucoup de choses. Cette découverte est sûrement la plus importante depuis que des scientifiques travaillent sur la pyramide. Et pour cause. Pour se rendre compte de son impact, il faut se concentrer sur la partie conception architecturale, un sujet où de nombreuses hypothèses se confrontent. Et pour la conception, justement, nous pouvons logiquement en déduire que les constructeurs devaient avoir de très bonnes notions en mathématiques et trigonométrie. Cependant, impossible de confirmer quoi que ce soit sur ce sujet, vu que, encore une fois, nous n'avons aucun écrit expliquant la façon dont la pyramide a été construite, les méthodes et techniques ou notions mathématiques utilisées. À ce stade de l'émission, je viens de vous lister tout ce que nous avons comme information officielle et faisant consensus sur la pyramide de Khéops. Mais alors, à la vue de tout ce que nous venons d'expliquer, pourquoi la datation de la Grande Pyramide est-elle remise en cause? Pourquoi tant de vidéos sur YouTube ou de documentaires parlent de la pyramide comme d'un grand mystère que l'on voudrait nous cacher? Et surtout, pourquoi presque toutes les théories ne prennent pas en compte ce Big Void récemment découvert? Pour la plupart des personnes s'intéressant au sujet, qu'il s'agisse d'égyptologues, de chercheurs indépendants ou de passionnés, plusieurs problèmes se posent. La véracité des propos décrits et écrits par les historiens antiques sur lesquels l'égyptologie se base. Hérodote, Manéthon ou Diodore sont tous nés au moins 2000 ans après la période de la construction de la pyramide. On peut donc facilement comprendre, même en tant qu'amateur, que ce genre de témoignage contient ses propres limites. Concernant les cartouches du pharaon Khéops apparaissant dans la pyramide, dans les chambres de décharge ou au-dessus de la chambre du roi, certains pensent qu'étant donné que la pyramide a été vandalisée à de nombreuses reprises depuis la fin de sa construction, ils aient pu être dessinés à l'époque de Khéops et qu'au final, il ne s'agirait que d'une réutilisation de cet ouvrage par le pharaon. Certains analystes remettent en cause les hiéroglyphes découverts par Wise. Ils prétendent qu'une telle densité de graffiti n'existe nulle part ailleurs en Égypte et qu'elle aurait eu plusieurs origines, ou pire, que Wise aurait créé de fausses preuves pour rassurer ses investisseurs sur ses compétences dans le but de pouvoir lever des fonds pour de futures fouilles. Sur ce point, même les créateurs des plus grandes controverses, comme le britannique Graham Hancock, qui soutient mordicus que la pyramide aurait été construite par une civilisation beaucoup plus ancienne que les Égyptiens, sont obligés d'admettre que cette signature a dû être faite durant la construction, puisque rendue inaccessible ensuite. À la fin des années 1990, Zahi Hawass, un éminent archéologue égyptien, surnommé aujourd'hui l'Indiana Jones égyptien, a autorisé Hancock à accéder sans restriction aux chambres de décharge de la Grande Pyramide. Et à cette époque, Hancock a pu voir par lui-même que les graffitis étaient concomitants de la construction. Suite à son passage dans la Grande Pyramide, il dira même que des fissures dans certains des joints révèlent des hiéroglyphes qui s'enfoncent loin dans la maçonnerie et qu'aucun faussaire n'aurait pu y pénétrer après la mise en place des blocs. Blocs qui pèsent des dizaines de tonnes chacun et qui sont immuablement liés les uns aux autres. La seule conclusion raisonnable est celle que les égyptologues tiennent déjà depuis longtemps, à savoir que les hiéroglyphes sont de véritables graffitis de l'Ancien Empire et qu'ils ont été barbouillés sur les blocs avant le début de la construction. Graham Hancock n'a malheureusement pas renoncé à toutes ses croyances, mais il a eu le mérite d'avoir admis que la théorie de la falsification des cartouches est difficile à tenir. Concernant les déplacements des blocs de pierre, le papyrus de Mérer nous confirme que les Égyptiens étaient en mesure de les transporter par voie maritime sur le Nil, mais comment faisaient-ils pour les blocs de granit ou les très grosses pierres de plusieurs dizaines de tonnes, pouvant faire chavirer les navires? Concernant les chargements des navires, je n'ai trouvé aucune information satisfaisante sur la technique utilisée permettant de charger des blocs allant d'une à plusieurs dizaines de tonnes. Cependant, et une fois à terre,
le consensus actuel estime que la technique de déplacement utilisée était la même, quel que soit le volume de la pierre. À cela près que le nombre de personnes nécessaires pour effectuer les déplacements devait être plus ou moins important en fonction du poids des blocs. Rappelons que nous avons redécouvert des vestiges de rampes et de pilotis autour desquels les Égyptiens enroulaient des cordes pour retenir ou tirer de lourdes charges. Si nous les avons retrouvés, c'est bien qu'ils ont servi à quelque chose. On va donc résumer la situation. Les Égyptiens avaient 130 blocs de granit à ramener d'Assouan en bateau à presque 900 km au sud du site de la pyramide, en mettant à profit les différentes crues du Nil pendant toute la durée de la construction. Granit principalement utilisé pour la chambre du roi et ses 4 chambres de décharge. Pour le gros de la construction, ils avaient une grande quantité de calcaire à disposition directement sur le site visé, grâce à une colline qu'ils ont dû raser, ainsi que dans la carrière de Madi, toute proche du plateau. La colline fournissait naturellement des pierres qu'ils pouvaient tailler pour une part, et d'autre part, une grande quantité de calcaire en bloc ou gravat, Utilisé pour la réalisation du liant entre les blocs ou pour du remplissage. et en dernier lieu, le fameux calcaire blanc des carrières de Toura utilisé pour le parement final. Rappelons que nous ne pouvons pas jeter du tout venant pour faire le remplissage de la pyramide, vu qu'il faut que la grande galerie et le Big Void aient une structure environnante solide avec des blocs parfaitement imbriqués pour assurer la cohérence et la stabilité de l'édifice dans le temps, ce qui ici est le cas. Zahi Hawass, qui a longtemps suggéré que les Égyptiens avaient utilisé du tout venant pour des raisons de temps et de praticité, est maintenant prêt à accepter cette analyse et même à suggérer que ce Big Void pourrait être le tombeau de Khéops. Comme vous avez pu le voir, nous avons aujourd'hui beaucoup d'éléments pour attester de la construction de la Grande Pyramide au temps de Khéops. Les constructeurs pouvaient réaliser ces édifices sur un laps de temps de 3 décennies, et même si nous n'avons pas d'écrit nous permettant de valider cette hypothèse, le sérieux des multiples analyses et fouilles réalisées depuis 3 siècles contribue à comprendre de mieux en mieux cette construction. Entre toutes les techniques utilisées, comme le taillage des pierres ainsi que les rampes et pilotis dont nous connaissons le savoir-faire égyptien, je vous pose la question. Pensez-vous toujours qu'en utilisant toutes ces techniques, ce n'était pas une entreprise réalisable ? Cette émission arrive à sa fin et nous espérons qu'elle vous aura aidé à comprendre un peu mieux la Grande Pyramide de Gizeh et ses mystères. Même si nous ne pouvons toujours rien affirmer avec certitude et que tout ne reste que théorie, l'étau se resserre et la vérité n'est plus qu'à quelques encablures. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à nous dire ce que vous avez pensé de cette émission. Et si vous avez une autre théorie à nous communiquer, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire. Toutes les théories sont de toute façon bonnes à prendre. Je voulais vous remercier pour vos retours et votre soutien, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ici en commentaire, car une émission comme celle-ci prend énormément d'énergie, mais c'est toujours un plaisir de prendre du temps prendre du temps avec Philippe, et pas que des verres, pour tenter de réécrire un petit bout d'histoire.